Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, je suis Xavier Teichmann et j'espère vous transmettre une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui en recevant Luc Van Den Steen. Bonjour Luc. Bonjour. Voilà, tout d'abord, est-ce que c'est OK pour toi qu'on se tutoie ? Oui, tout à fait. OK, top, parfait. Mais première question, le grand classique, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs. Alors bonjour, je m'appelle Luc Van Den Steen, j'ai 50 ans. Grosso modo, j'ai deux casquettes dans ma vie qui sont très liées. Une qui est d'être le directeur d'une agence qui s'appelle Ex Nihilo, qui est une agence de communication graphique dans laquelle j'exerce la direction artistique depuis maintenant 28 ans déjà. Et l'autre, c'est d'être le président d'un club de skate que j'ai lancé à Mons il y a maintenant 5 ans de manière officielle. Voilà, je suis aussi le papa de 2 enfants de 20 et 24 ans qui ne font pas de skate. Au grand désespoir de leur papa ou bien Non, pas du tout. Chacun ses passions, donc voilà. Ok, top. Mais parfait, ça m'a l'air bien chargé, tout ça, top. Mais justement, la raison pour laquelle on t'a invité à participer à ce podcast, justement, c'est pour la partie skate. Et je voudrais que tu m'expliques un peu plus, justement, cette partie skate. Et finalement, comme dans ce podcast, c'est mettre en lumière les actions que les personnes ont, qui ont une influence positive sur la société. Mais je voudrais que tu m'expliques plus cette partie skate. Alors c'est une très très vieille histoire. En fait, ça remonte à 1985 et précisément à l'hiver 1985. C'est d'abord une histoire d'amitié. Tout simplement, un soir, je revenais avec mes parents, la route était enneigée et en arrivant à la maison, mon meilleur ami était sur un des talus de la maison avec une vieille planche de skate des années 70, sans axe, sans roue. Il était en train de s'amuser à descendre les talus sur la neige. Et du coup, j'ai enchaîné avec lui et cet été-là, il est parti aux États-Unis et quand il est revenu avec 2 choses. Une planche de skate, Sims pour les connaisseurs, une Sims Screamer précisément, et un album de Beastie Boys, le premier album des Beastie Boys. Ah oui, on est à fond dedans là. On est à fond dedans, et là c'est la folie vraiment qui s'empare de nous, et on commence à faire du skate dans les rues d'un petit patelin, WAM, et sur le parking d'un magasin qui s'appelle le magasin Bâtard. C'est des magasins, des espèces de supérettes qu'il y avait dans la région. Et donc voilà, on voyageait quasiment tout le temps en skateboard. On faisait parfois jusqu'à 20 km en skate sur les trottoirs. On prenait pas trop le bus, on n'aimait pas trop ça. Et donc voilà, c'était vraiment une grosse histoire d'amitié. Et puis il y a maintenant une dizaine d'années, on avait tous les deux arrêté le skate pendant presque 20 ans. Et Romain m'appelle en me disant « Tiens Luc, t'aurais pas envie de refaire du skate ?» Et moi, je dis ici à fond, je suis chaud. J'avais vraiment envie de me relancer là-dedans. Et effectivement, il y avait 2-3 magasins de skate ici sur la région de Mons. Et dans un des magasins, un jeune avait lancé une pétition. Il avait déjà récolté peut-être 1000 signatures. Et donc, je dis à Romain, écoute, si on refait du skate, moi, je veux un skatepark. Parce que, voilà... faire du skate dans la rue, c'est bien, mais bon, quand tu as 40 ans à l'époque... J'allais dire, reprendre à 40 ans, c'est un bon challenge aussi, ça. Ouais, c'est un gros challenge pour nous. Et donc, du coup, moi, je voudrais qu'il y ait un skatepark et qu'on puisse avoir un bol. C'était le rêve, un peu le rêve californien. Toutes ces vieilles piscines désaffectées dans lesquelles on pouvait imaginer aller rouler, puisque on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Et Romain me dit « OK ». Et donc, partant de cette pétition... j'ai demandé aux jeunes ce qu'il en était. Ils me disaient ouais, ça avance pas trop avec la ville, on a du mal, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Du coup, je dis, comme moi, j'ai une place un petit peu privilégiée en tant qu'entrepreneur ici sur Mons et que j'étais bien connu de la ville, je dis, si vous voulez, les gars, moi, ça me tente de reprendre le flambeau.
Il faut savoir qu'en 1988, j'avais ouvert le premier skate shop ici à Mons, comme boulot d'étudiant, hein, mais donc tous les skateurs de la région me connaissaient un petit peu et venaient acheter des planches chez moi. Et ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et donc du coup, voilà, je reprends la pétition et je contacte la ville. Et, finalement, on récolte près de 5000 signatures. Oui, quand même, quoi. Ce qui est énorme. Ouais, mais là, tu vas déjà plus vite et c'est génial parce que j'allais justement te demander quel était l'élément déclencheur de tout ça. Et donc, c'est cette pétition, quoi. Oui, c'est vraiment le fait, pour la ville de se rendre compte que il y avait une demande. Alors, ils étaient conscients. Hein, la ville, depuis des années, se posait la question skatepark, pas skatepark, investissement, pas investissement. Bon, c'est vrai que pour une petite ville comme Mons, c'était pas évident financièrement. C'est un gros budget. Et donc, il fallait pouvoir monter ça correctement et trouver les bonnes personnes aussi. Ça, c'est pas évident. Et du coup, voilà, j'ai servi un peu d'entremetteur entre les bonnes personnes à contacter, ne fût-ce que pour faire l'appel d'offres et voir un peu qui pouvait travailler pour nous, parce que c'est une œuvre d'art finalement, hein, ce que l'on fait quand on crée un skatepark. C'est du béton qui est moulé à la main. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très très spécifique. spécifique. On a vu quelques photos et effectivement c'est quelque chose c'est de l'art urbain en fait. C'est de l'art urbain, totalement. C'est vrai que c'est magnifique. Totalement. Et donc là, voilà, première rencontre avec les échevins, discussion sur le projet en lui-même. La grande question, c'est de savoir où le placer, parce que en fait, la ville de Mons avait déjà fait un skatepark. J'étais même pas au courant. Ils avaient fait un skatepark dans un hangar à côté d'une cité où des gens habitaient. Le gros problème, c'était le bruit. Au bout de quelques semaines, les riverains n'en pouvaient déjà plus, et donc le skatepark, au bout de quelques semaines, a été fermé directement. Et donc voilà, c'était une mauvaise expérience pour la ville. Donc moi, ma première mission, ça a été de détecter l'endroit qui serait convenable pour placer ce skatepark. Alors évidemment, la ville m'avait proposé quelques beaux endroits, notamment le parc du Vauxhall, qui est un parc magnifique avec des arbres remarquables. Un autre endroit situé près de l'autoroute et pas très loin du skatepark actuel. Et puis moi, j'avais détecté cet endroit, une espèce de no man's land, à côté de la piscine, à côté d'un beau parking, facile d'accès. Pas dans la piscine, mais quand même proche d'une piscine, c'est déjà ça. Proche d'une piscine, voilà, c'est bien. Ça a quelques avantages. Et donc, j'ai proposé à la ville d'aller vers cette solution-là, en évacuant effectivement le Vauxhall, parce que je ne voulais pas qu'on coupe de beaux arbres centenaires. En plus, c'est un endroit où tous les amoureux de Mons vont se bécoter. Donc voilà, l'idée c'était de laisser ces amoureux bien tranquilles et de garder le Vauxhall tel qu'il était. En plus, il était très proche d'autres habitations. Et donc ça, c'était pas non plus une solution. Et donc voilà, ça a été acté. Donc la ville a mis en place une procédure d'achat du terrain qu'on avait repéré. Ça a été relativement facile. Ensuite, c'est toute une longue procédure qui a pris presque 10 ans. C'est là aussi que c'est ça que je trouvais intéressant aussi dans ce que tu expliquais, que tes qualités d'entrepreneur et finalement d'avoir l'habitude de faire sans doute, de répondre à des appels d'offres, de rédiger des cahiers des charges, etc., rentrent en ligne de compte par rapport à finalement un jeune qui voulait y aller avec sa pétition. C'est que voilà, tu avais des atouts justement que ces jeunes n'avaient peut-être pas. Et la persévérance d'un entrepreneur aussi, sans doute. Forcément, l'âge, la maturité, ça aide à être pris un peu au sérieux. Alors c'est dommage, hein, parce que franchement, moi, quand j'étais jeune, j'étais aussi voir des villes et les portes se sont fermées devant nous. C'était vraiment assez triste comme constat finalement, parce que ce sont de beaux projets. Et quand on voit après les implications que ça apporte, c'est assez génial. Enfin bref. Voilà, il y a eu des péripéties assez importantes. À un moment donné, le budget avait été débloqué par la ville. Puis, ce budget est parti pour soutenir l'équipe de foot de Mons, qui malheureusement a quand même fait faillite l'année d'après. Le foot, c'est vrai que ça draine l'argent. Hein, ça draine de l'argent, ça draine du public, plus que le skate peut-être. Enfin bref. Voilà. Et puis, à un moment donné, c'est vrai qu'au bout de 5 ans de consultation, de travail acharné sur ce projet, j'en ai eu un petit peu marre. Et là, j'ai failli tout laisser tomber, donc suite justement à la perte de ce budget.
Et puis je me suis dit non, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc là, j'ai un peu tapé mon poing sur la table et j'ai dit, écoutez, là aujourd'hui, c'est dingue, quoi. On a besoin de ça. Regardez tous les jeunes qui sont en rue en train de faire du skate. Ça abîme le mobilier urbain. Vous n'êtes pas contents. Ça crée des nuisances pour les riverains. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, et puis finalement aussi un regard peut-être négatif de la part de ceux qui sont pas skateurs, qui comprennent peut-être pas totalement et qui voient les jeunes faire du skate. Et finalement, c'est un peu une espèce de, j'ai envie de dire, fracture générationnelle. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, je pense, avec les années qui avancent. C'est quand même un sport qui est beaucoup plus devenu populaire, j'ai envie de dire, même si c'est peut-être pas le bon terme. Mais en tous les cas, voilà, il y avait ce constat-là, et donc à un moment donné, je dis, écoutez, donnez-nous quelque chose pour qu'on puisse faire quelque chose nous-mêmes. Si vous ne pouvez pas le faire, nous, on va le faire. Et donc, j'ai repéré un hangar qui venait d'être acheté par la ville pour l'événement culturel Mons 2015. Donc, il a servi d'hangar d'entrepôt et de parking pendant cette période-là. Et puis, il était vide et quasiment abandonné. Et donc, j'ai fait la demande pour avoir ce hangar. Et là, j'ai eu une réponse très positive, directement. Et c'est là que tout a commencé véritablement. J'imagine que si c'était laissé un peu à l'abandon, c'était l'opportunité de quand même faire vivre cet endroit. Oui, mais c'est une très bonne idée. Tout à fait. Et donc la ville m'a dit, OK, on vous donne le hangar, donc c'est un bail précaire, mais vous devez créer une ASBL. Et c'est comme ça que Monsters on Wheels est né. Donc il y a maintenant 5 ans. Et donc ça, c'est le nom de votre ASBL, Monsters on Wheels. Oui, alors c'est un petit jeu de mots avec monstres qui viennent de Mons, enfin voilà, donc ça fonctionne assez bien. Et donc directement, avec quelques jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes d'un certain âge dans toute l'équipe et toute la bande qui travaille sur ce projet, on a commencé déjà à nettoyer le hangar, hein, ça nous a pris quelques jours, et puis on a ramené un petit tremplin, un petit box, un ledge, une barre de slide, quelques petits éléments qui nous permettaient de rouler. Et donc ça a duré quand même presque 1 an. Et puis au bout d'1 an, on s'est dit, moi j'étais en train de démonter la charpente de la toiture de ma maison. Et je me dis, on va faire d'une pierre deux coups, je vais récupérer toutes les poutres, et avec ces poutres-là, on va faire des modules. Et donc j'ai lancé l'idée de faire une mini-rampe, et donc j'ai appelé 2 copains qui sont des professionnels de la construction de skatepark, pour leur demander s'ils voulaient pas venir nous filer un coup de main. Et on s'est retrouvés comme ça pendant 2 week-ends d'affilée, à une vingtaine de jeunes, de moins jeunes. C'est chouette, cette mixité générationnelle aussi, c'est top. Tout à fait. Et donc on a fait ce qu'on appelle un DIY, un do it yourself. Et voilà, mais c'est vraiment l'aventure là qui a véritablement commencé. Et ça a eu un succès dingue, mais dès le début, quoi. Dès le début. Top, génial. Et justement, donc ça a eu ce succès. Ça drainait combien de personnes? Tu as une idée Alors c'est très difficile à dire, mais au début, je pense que nous étions entre 30 et 40. Et puis quelques mois après, on est vite passé à presque 80 membres dans la SBL. Ensuite, il s'est passé quelque chose qui était un petit conflit de vision avec la ville. Et donc, effectivement, la SBL fonctionnait uniquement avec des cotisations que nous recevions de la part des membres qui en faisaient partie. Et la ville nous a demandé un jour de ne plus demander des cotisations et d'ouvrir à tout le monde cet espace. Donc là, nous, on n'était pas forcément d'accord, mais néanmoins, c'était quelque part un petit peu juste parce que effectivement c'était un bâtiment public. Oui, ça appartenait à la ville, donc ça appartenait à la ville. En fait, hein. Voilà, on avait ce privilège-là et donc effectivement on le partageait avec d'autres. Et donc on a trouvé d'autres modes de fonctionnement avec la ville notamment, qui aujourd'hui nous aident encore de temps en temps en nous apportant un peu de matériel, des vis, des planches, pour qu'on puisse continuer à faire vivre cet endroit. Ok. Et donc cet endroit vit toujours. Il y a eu d'autres endroits? Alors oui, finalement, j'ai envie de dire, il y a presque 1 an et demi,
en avril 2019, si je ne dis pas de bêtises, on a ouvert le nouveau skatepark en béton. Et donc là, c'était vraiment le projet que moi je visais. Tu l'as eu. On l'a eu tous ensemble. Oui, vous l'avez eu, quoi. On l'a eu, et là, mais c'est un succès vraiment incroyable. Les premières semaines, quand j'arrivais au skatepark, il y avait parfois jusqu'à 300 personnes. Les écoles venaient avec quelques classes, et donc c'était assez fou. Et donc voilà, aujourd'hui, les deux skateparks sont totalement complémentaires. Quand il pleut, ben évidemment, on va se réfugier dans le skatepark du hangar. Et puis quand il y a du soleil, ben on est tous là en train de faire notre activité favorite. Et donc, au fait, ça, oui, c'est ça. Tu dis des centaines de personnes. Finalement, grâce à ce skatepark, il y a plein de jeunes qui, du coup, font leur skate à cet endroit-là, se perfectionnent, peuvent sans rien. C'est assez fabuleux, hein. Alors, à plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. Le premier, c'est sans doute, et moi c'est ce que je vois en premier, c'est effectivement la mixité sociale. On a des gens qui viennent de partout. Alors déjà, on a des gens qui viennent de partout, mais de tous âges, de toute origine. On a des gens qui font du skate, on a des gens qui font du BMX, on a des gens qui font du roller, on a des gens qui font de la trottinette. Alors il y a parfois des petits conflits comme ça, on se chamaille entre BMX et voilà. Skate. BMX et skate, ça se passe assez bien. C'est plutôt avec les trottinettes qu'on a un peu du mal. Il faut bien les canaliser, mais bon voilà. Chez nous, il y a de la place pour tout le monde, et ça c'est vraiment une volonté de la SBL, c'est effectivement tout le monde soit bien accueilli. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de pousser les jeunes à venir faire du skate plutôt que de la trotte. Mais voilà, donc c'est vraiment très très sain. Il y a quand même un parti pris, quoi. Il y a un parti pris, bah oui. Enfin, moi, j'essaye encore à mon âge de faire du skate, et donc effectivement, oui, moi, je pousse pour le skate et le BMX puisque j'en ai fait aussi. Mais bon, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Mais donc, c'est vraiment génial parce qu'on a vraiment des gens qui viennent de partout. On a des gens qui viennent de Flandre, on a des gens qui viennent de France, de Lille, de Valenciennes. On a des gens qui viennent de Liège, de Namur. Et en fait, au final, on se connaît tous et on partage finalement les mêmes passions. Et on voit la communauté qui s'agrandit. Alors, notamment le dimanche matin, c'est un peu le jour des papas. Et donc, on vient, nous les vieux, souvent accompagnés de nos jeunes enfants, et on skate tous ensemble. Et c'est vraiment génial parce qu'il y a vraiment un partage des connaissances, des techniques. On se motive l'un l'autre, on fait des photos, on fait des vidéos. Voilà, et c'est vraiment assez agréable. Et quand tu parles du dimanche, le jour des papas, est-ce qu'il y a... Bon, il y a fatalement les papas qui transmettent leur passion parce qu'à l'époque, ben voilà, ils faisaient sûrement aussi du skate. Hein. J'en connais pas mal qui à l'époque faisaient beaucoup de skate. Est-ce qu'il y a des papas qui s'y mettent pour la première fois ? Oui, alors ça c'est aussi complètement fou. En tout cas pour moi, moi j'ai toujours roulé un tout petit peu, même si j'ai arrêté pendant 20 ans. Mais j'ai toujours été attiré par ça. Donc j'ai jamais vraiment totalement arrêté. Donc voilà, quand je vois quelqu'un qui me dit à 40 ans ou même à 35 ans, je vais me mettre au skate, je dis bon d'accord, d'abord tu vas mettre un casque, tu vas mettre des genouillères, des coudières, et après on va y aller, quoi. Donc on a des bonhommes Michelin sur oui, skate, un petit peu. Mais effectivement, voilà, moi ça me fait toujours un petit peu peur parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent, qui sont pas spécialement des sportifs, qui ont pas spécialement un équilibre développé. Et la souplesse aussi, parce qu'il faut quand même pouvoir bien. Voilà, un peu de souplesse effectivement. Mais c'est vraiment étonnant et on en a quelques-uns justement qui viennent le dimanche matin, qui s'y sont mis ou qui s'y sont remis à 40, 45, voire plus. Mais c'est gai parce que ça crée une communauté vraiment de gens qui sont hyper solidaires et qui s'entraident. Et justement au niveau de cette mixité générationnelle, cette mixité sociale, finalement, et puis aussi entre le skate, le BMX, la trottinette, etc. Est-ce qu'il y a des exemples de belles histoires, de rencontres ? Est-ce que tu as des choses en tête par rapport à ça ? Oui, il y a des choses assez formidables qui se mettent en place justement actuellement. Nous, on a rempli un dossier pour recevoir une aide justement pour pouvoir maintenir le skatepark dans le hangar correctement. Et on a fait un dossier pour recevoir une enveloppe de 5 000 € avec The Skate Room, qui est une association qui produit des planches avec des œuvres d'artistes et qui sont vendues soit dans les musées, soit dans les galeries d'art.
ou des magasins de design. Et avec cet argent-là, en général, ils font des projets, notamment dans des pays en guerre, ou des pays qui ont été en guerre, en Afghanistan, en Irak, enfin voilà, peu importe, un peu partout dans le monde, en Afrique du Sud aussi, dans des quartiers défavorisés. Et donc amener le skate là-bas, c'est ça ? Oui, alors l'idée, ça va au-delà de ça, c'est amener de l'éducation à travers le skate. Donc souvent, il y a un projet d'école derrière ça. Il y a un projet aussi qui est très très important, c'est l'intégration des filles en milieu scolaire, mais aussi dans le milieu du skate. Donc voilà, c'est assez génial. Et donc il y a deux skateparks un petit peu connus ici en Belgique qui ont reçu cette enveloppe. Donc il y a le BIR à Bruxelles de mon ami Youssef Abaoud, et puis nous ici à Mons. Et donc c'est bien parce que ça permet de rencontrer des gens qui viennent de partout. Là, on a rencontré des gens qui viennent de Berlin, qui viennent nous chapeauter pour nous dire comment il faut faire, comment on fait pour justement créer une émulation constante, faire en sorte que les plus jeunes qui grandissent deviennent les parrains des tout petits qui commencent. Enfin voilà, c'est toutes des petites choses que l'on met en place avec des belles histoires, oui, effectivement, comme celle-là, où on peut se rendre compte que finalement, grâce à une passion commune, on arrive à faire des choses assez incroyables. Oui, c'est génial, parce que il y a ces projets, comme tu disais, de pouvoir importer, si on veut, enfin exporter justement ce skate et toutes les valeurs qui vont avec, cette mixité, pourquoi pas des projets d'école et amener finalement du bonheur dans des pays qui ont été ravagés. Puis à côté de ça, tu parles de quelque chose qui a l'air anodin, mais c'est ce parrainage de ceux qui ont plus d'expérience, mais c'est aussi responsabiliser des jeunes. Donc je vois pas mal de choses positives, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est aussi un travail d'éducation permanente. Nous, on a quand même un gros souci, et je pense que c'est pas seulement chez nous, c'est un peu partout en Belgique. Il suffit de se promener un peu dans les rues pour voir comment les gens se comportent, et les gens qui laissent traîner qui une canette, qui un bout de papier, enfin bref. Et donc nous, on fait cette éducation permanente en disant aux jeunes, voilà, vous voulez un skatepark propre, c'est hyper important. On a demandé qu'il n'y ait pas de graffiti, parce que les graffitis, ça glisse quand on roule dans le skatepark, ça abîme le béton quand on doit le nettoyer. Et donc voilà. Et donc c'est vraiment de l'éducation que l'on fait de manière permanente, et de manière totalement gratuite aussi, et avec plaisir. Mais c'est vraiment génial. Ici, vraiment, l'intégration des filles, c'est notre prochain but. Il y a de plus en plus de filles qui viennent rouler. J'étais vraiment étonné. Il y a encore 2 semaines, on avait une bonne dizaine de filles qui roulaient avec nous. Et c'est chouette de voir ça, de voir cette intégration et de voir évoluer aussi. Mais top, ouais, c'est vraiment... C'est vraiment super intéressant. Et je trouve ça top, parce que tu viens de le dire, c'est que de départ d'une passion, le départ c'est ta passion pour le skate, d'un projet, d'un pote, de dire t'as pas envie de t'y remettre, de cette pétition, et puis de voir finalement la persévérance, parce que quand on comprend, ça a mis 10 ans quand même pour émerger véritablement. Et quand on voit maintenant ce que c'est devenu, je trouve ça génial. C'est ça aussi qu'on peut transmettre aux auditeurs, c'est que, voilà, à un moment donné, tu l'as dit toi-même, j'en avais marre, j'ai failli abandonner parce qu'il y avait pas ce budget ou quoi, et puis à un moment donné, non, c'est pas possible, il faut qu'on y aille. Et voilà, c'est aussi cette persévérance qui est importante, parce que finalement, on se rend compte que de sa passion, on peut amener du positif. Je trouve ça génial. Justement, en parlant de ça, moi, je voudrais te poser des questions un peu plus terre à terre. C'est qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? Simplement de la joie. C'est vraiment incroyable, mais il y a encore quelques semaines, j'étais là au skatepark et je voyais tous les jeunes qui étaient là, qui étaient en train de discuter, de skater, de faire des vidéos. Et j'étais au téléphone, moi, en train de parler avec un client. Et à un moment donné, je me suis retourné, j'ai vu tous ces gens qui étaient là. Et je me suis dit, mais quel bonheur de voir ça, quoi. Quel bonheur. C'est vraiment un enrichissement personnel grâce à ça qui est assez incroyable. C'est fabuleux. Mais c'est top. Je suis super content d'entendre ça, parce que c'est vrai que quand on discute avec des personnes comme toi qui sont porteurs d'un projet, qui ont une influence positive, etc., c'est vraiment ce qu'on ressort très souvent. C'est finalement aussi un bonheur, une joie de pouvoir participer, de pouvoir donner. C'est ce partage. J'ai envie de dire, quelque part, au départ, c'est assez égoïste, parce que la joie, c'est moi qui la reçois, mais après, c'est vrai que je pense que je la partage avec tous mes amis, avec tous les jeunes. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était assez égoïste. Moi, je voulais mon skatepark, je voulais un bol pour pouvoir rouler dedans et expérimenter ça, puisque j'avais jamais eu l'occasion de le faire.
Voilà, donc, les conséquences sont importantes. Voilà, les conséquences sont importantes et de plus en plus importantes, parce qu'aujourd'hui, de voir toute l'énergie positive qui sort de ce projet, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et donc aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner d'autres villes ou d'autres communautés pour développer ce type de projet. On a l'idée aussi de créer une école, comme à Malmö, en Suède, autour du skate. Donc voilà, ce sont des projets qui sont relativement importants. Alors là, je m'entoure effectivement de personnes pour développer ces projets. Mais voilà, ça a vraiment mis en place une espèce de dynamique. On aurait pu croire qu'après avoir effectivement créé le skatepark, on se dirait, ben voilà, on a fait ce qu'il fallait, c'est tout. Non, pour moi, c'est vraiment qu'un début en fait. Et l'idée, c'est que ça percole et que d'autres associations aussi puissent prendre le relais et qu'on puisse former des groupes comme ça de travail pour avancer et faire avancer finalement notre passion commune. Ça, c'est vraiment... voilà, moi, je trouve ça top parce que, une fois de plus, tu parles de ta passion et puis je vois qu'il y a beaucoup de... Tu disais, c'est peut-être égoïste. Oui et non, parce que je vois qu'il y a finalement quelque chose qui je ne sais pas si toi, tu l'as remarqué, mais moi, quand je t'interviewe maintenant et que tu racontes ton histoire, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de partage. Là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas partager ton expérience avec d'autres villes, puis tu vas aller chercher d'autres projets. Et donc, il y a toujours ce côté partage. Et donc, moi, j'enlèverai l'égoïsme. Hein. C'est pour se faire plaisir, mais on voit quand même que la valeur de partage est très importante pour toi et ça fait plaisir. Donc, j'ai encore une autre question. Si tu devais recommencer et que tu vois cette annonce pour la pétition, il y a plus de 10 ans maintenant finalement, qu'est-ce que tu changerais ? Je pense que je mettrais une énergie beaucoup plus forte. J'attendrais moins qu'on revienne vers moi. Super intéressant. Peut-être que j'irais beaucoup plus frapper aux portes directement, prendre mon téléphone, être vraiment... c'est peut-être pas le bon terme, mais plus agressif dans ma démarche pour être entendu. On va dire assertif. Assertif, voilà, oui. C'est vrai que dans le skate, on aime bien le côté un peu agressif parfois. Mais oui, non, vraiment, je mettrais plus d'énergie. J'aurais tellement voulu que ça aille beaucoup plus vite. Quand je vois en un an la progression des jeunes au niveau du skate, il faut savoir qu'il y a plein de jeunes qui se font sponsoriser maintenant, tout simplement parce qu'ils ont de l'infrastructure. Donc ils sont capables de faire leur sport, d'évoluer, de pratiquer. Mais quand je vois ça, je me dis « Ah zut, on a perdu tout ce temps-là ». Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et ça, c'est une frustration qui reste malheureusement. Mais néanmoins, je suis très très heureux d'avoir fait ça et d'avoir gardé cette envie de le faire parce que quand je vois le résultat aujourd'hui, je me dis que c'est génial. D'office. Et cette expérience, tu peux capitaliser dessus pour les prochaines villes et la partager. Mais les villes qui m'appellent aujourd'hui, on a été contacté par la ville de Nivelles avec un très beau projet, en tout cas quelque chose d'ambitieux. On espère, on croise les doigts pour que tout ça se fasse assez rapidement. Mais c'est ce que je leur disais, j'ai donné un ultimatum en disant, écoutez, moi je vous donne 2 ans pour le faire. J'ai plus envie de passer 10 ans de ma vie sur un projet. J'ai envie que ça avance. On sait ce que ça procure comme bénéfice. Pour les jeunes, pour les interactions sociales, pour l'éducation permanente. Et donc voilà, ne perdons pas de temps. On a les moyens, faisons-le. Et il y en a des skateurs sur Nivelles, hein, parce qu'il y a pas mal d'écoles. Moi, j'en parle en connaissance de cause. Mon beau-fils est à l'Athénée de Nivelles, mais il y a aussi Saint-Gert, plein d'écoles, l'Enfant Jésus, etc. Et c'est vrai que ces enfants, régulièrement, prennent le train pour pouvoir aller dans d'autres skateparks, parce qu'il n'y a rien dans la vie. Donc c'est top, c'est vraiment génial. Effectivement, comme tu le dis, il y a toute cette éducation permanente qui est très souvent sous-estimée dans ces projets et qui finalement a une très belle influence. Et j'aime bien aussi ce que tu as dit sur le fait d'aller plus vite, moins attendre qu'on revienne vers moi et plus essayer d'être toqué aux portes, d'être plus agressif, entre guillemets, donc proactif. C'est cette proactivité, parce que c'est ça, je suis ravi de te l'entendre dire, et tu peux confirmer, c'est pas entretenu avant pour que tu sortes les bons mots, mais dans ce podcast, c'est vraiment le podcast de ceux qui ont essayé de se bouger plutôt que d'attendre qu'on fasse les choses à leur place. Et ça, je trouve ça extraordinaire que tu dises, parce que c'est vraiment c'est ça qu'on a envie de partager aussi. C'est cette énergie positive de se dire, j'ai envie d'un truc, j'ai envie de mettre quelque chose en place, j'ai envie que les choses changent,
eh ben, je me bouge pour les changer moi-même. Et c'est là que tu as toute ta place dans ce podcast, et je trouve ça vraiment super. Moi, je voudrais savoir si tu as des modèles qui t'ont inspiré. C'est pas une obligation, hein, oui, mais souvent, quand on parle, il y a des personnes qui... Parce qu'ici, je fais une petite blague, mais tu parles de l'hiver. L'hiver 85, où tu as commencé ce skate. Il y a l'hiver 54 de l'abbé Pierre. On n'est pas là-dedans non plus. Hein, non, on n'est pas là-dedans, clairement. Mais il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, en fait. Que ce soit des skateurs américains qui sont un peu des stars iconiques, ou tout simplement... les gens que je côtoyais régulièrement et avec qui je roulais dans des endroits un petit peu infâmes, mais qui gardaient cette passion, quoi, et qui avaient envie comme moi. Ouais. Et donc, de voir ces gens qui ont envie mais qui n'ont pas ce qu'ils veulent, je me suis dit, voilà, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un prenne les choses en main, tout simplement. Oui, des amis qui sont constructeurs de skateparks, qui sont vraiment des artisans, des artistes, qui sont des gens qui ont un savoir-faire incroyable et qui font ça partout dans le monde. Je pense à Mike van der Rodera ou Pierre Jambé, qui sont des gens connus de notre milieu, qui ont cette même passion, en fait, qui nous anime. Je parlais tout à l'heure de Youssef du Bir. C'est quelqu'un qui a déjà déménagé son skatepark 3 ou 4 fois sur Bruxelles, mais il est toujours animé par cette même passion, et ça forme une communauté qui est géniale, vraiment. C'est bluffant. Je vois, et donc passion, courage, détermination. Voilà. Ouais. Et dans le skate, la détermination, c'est primordial. C'est ce qui nous permet de faire un ollie au bout de du millième essai. Donc c'est vraiment cette détermination, cette envie de toujours pousser, d'aller plus loin, plus haut, plus fort. C'est vrai que le fameux proverbe japonais tomber 7 fois, se relever 8, ça, c'est bon pour le skate. C'est vraiment ça, exactement. Okay, donc ça fait partie vraiment de notre ADN, ça, le fait d'avoir envie d'avancer avec pugnacité. Top, excellent. Et justement, moi je voudrais te demander si tu as, on parlait des modèles, de gens que tu peux admirer, qui est-ce que tu verrais dans ce podcast qui est-ce que tu dis, tiens, actuellement, moi, il y a des personnes qui m'inspirent par leurs actions concrètes et je trouve qu'elles auraient leur place sur ce podcast. Est-ce que tu as un nom ou deux à nous communiquer ? Oui. Je réfléchis, alors je pense directement effectivement à des gens qui sont actifs dans le skate, et donc je pense à Youssef, ou je pense J'allais aussi dire, ouais, tu parlais déjà plusieurs fois de Youssef, effectivement. À Bart Rampelberg, qui est un ancien skater pro, qui fait plein de choses, qui aujourd'hui est devenu, il est toujours skater, mais il est aussi artiste, il fait de la sculpture, il fait des choses, et il organise des cours pour les enfants, donc voilà, il y a aussi un gros sujet d'interaction sociale et d'intégration. Et si tu devais sortir du skate ? Alors, si je dois sortir du skate, j'ai pas vraiment de personnes comme ça modèles en vue. Vous me prenez un peu à dépourvu, mais... Ah oui, c'est vrai qu'on t'a pas donné les questions avant. Voilà, je n'ai pas eu les questions avant. On aurait peut-être dû pour celle-là. Non, mais toutes les personnes qui se bougent pour faire des actions communautaires, en fait, qui travaillent vraiment sur la communauté. C'est pas tellement dans le social, mais c'est le fait de rassembler des gens à un moment donné pour faire quelque chose. J'ai un ami qui est fou de sport automobile. Cette personne, elle a contacté 3 à 4 personnes, et ensemble ils ont acheté une voiture qu'ils ont montée eux-mêmes. C'est un vieux projet qu'ils avaient en tête depuis longtemps, et maintenant ils vont sur circuit ensemble. Je trouve ça formidable. C'est la communauté qui permet de faire des choses ensemble. Ok, donc se réunir autour d'un projet, se bouger et y aller. Tout à fait. Ok, écoute, à l'occasion, si tu repenses et que tu te dis, tiens, il y a quelqu'un qui aurait vraiment sa place dans ce podcast, j'espère que tu penseras à nous. Que tu me maintenant que j'ai la question en tête, c'est clair que je vais y réfléchir. Top, parfait. Dis, on voit que Monsters on Wheels, Ex Nihilo, c'est ton agence, c'est ça, hein ? Oui, c'est bien ça. Tu fais quand même beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de dire, tu as une vie palpitante. Est-ce que tu as des trucs ou des routines qui t'aident au quotidien
y a certains qui font de la méditation, d'autres de l'aquaponie, enfin tu vois, des trucs comme ça. Moi, pour me détendre, je fais du skate, donc ça c'est la première chose. Non, j'ai des phrases qui sont des phrases un petit peu bateau, du style ne crains pas la perfection, tu ne l'atteindras jamais. C'est des choses qui viennent des mantras, mais c'est important. Un peu des mantras comme ça, mais auxquels je ne crois plus spécialement parce que je sais que la perfection, elle est parfois dangereuse. Quand on essaye trop d'atteindre cette perfection, parfois on se mange le mur. Aujourd'hui, avec mon âge, je suis un peu plus cool à ce niveau-là. Donc voilà, j'essaye de faire les choses un peu plus doucement. Alors doucement, c'est pas en termes de temps. C'est en termes de douceur. Ne me dis pas que la sagesse est tombée sur le skateur. C'est pas de la sagesse, c'est pas vrai. Non, c'est pas de la sagesse du tout. Ça, il faudrait poser la question à mes amis, mais oui, non, c'est pas sage du tout. Mais effectivement, alors je mets aussi des objectifs à 6 mois. Alors ça, c'est une bonne période. Je me dis, tiens, dans 6 mois, je voudrais arriver à ça. Et alors là, je mets tout en place pour y arriver. Et parfois, je réduis ce délai. Je peux me dire, tiens, dans 1 mois, là, je veux qu'on arrive à ça. Ça. Donc, quand même, te poser des objectifs. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment hyper important. Avec un temps déterminé. Alors, aujourd'hui, quand je fais ça, je mets en place des stratégies. C'est-à-dire que je me dis, tiens, mais qu'est-ce que j'ai comme moyen ? Qu'est-ce que j'ai comme levier pour pouvoir arriver à ça ? Quelles sont les personnes que je dois contacter ? Je réfléchis à tout ça. Avant, j'avais tendance à ne pas réfléchir et à foncer, et à me dire « Ok, j'ai envie de ça, et je le fais », et j'y arrivais ou j'y arrivais pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment une réflexion sur la stratégie, de me dire « Tiens, quels sont les moyens que l'on a ? Qu'est-ce qu'on a comme levier ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne pour arriver à atteindre des objectifs ?» Et en notant ces moyens-là et en prenant conscience de ce que l'on peut faire, de ce que l'on doit faire, mais on arrive plus facilement à avoir une direction qui fonctionne finalement. C'est ça, au fait, tu rends visibles les éléments qui sont à ta disposition. Tout à fait. Ok, top, excellent, super. Et bon, alors tu disais que des petites phrases bateau. Ben, moi, j'ai aussi encore une petite question un peu bateau. Souvent, on peut être influencé par un livre, ou bien on peut apprécier un podcast ou une émission. Quel serait pour toi un livre, un podcast ou une émission, un livre que tu aimes bien, une émission que tu écoutes souvent, quoi, que tu recommanderais à nos auditeurs ? Justement, quelque chose de positif qui t'a donné la niaque, qui te booste. Alors ça c'est une question un peu bizarre, parce que j'ai pas vraiment de choses comme ça qui me motivent à fond. Par contre, je suis fasciné par le monde des cow-boys, des westerns, des vieux des westerns, ou des westerns actuels, mais qui sont bien faits. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le côté parfois un petit peu dur, tenace, que ces gens avaient, ces gens qui sont partis vers l'Ouest. Moi, je trouve ça fabuleux, cette pugnacité, encore une fois, cette envie de nouveauté, d'avancer vers quelque chose de, oui, effectivement, de nouveau. Et ça me fascine. Et donc, je suis féru d'histoire américaine. Excellent. Voilà. C'est des choses vraiment qui me caractérisent un petit peu. Le côté un peu cow-boy aussi, un peu fonceur, qui se dit à travers l'adversité, on y va. Ouais, mais c'est intéressant parce que je pense pas que je serai le seul. Personnellement, j'ai jamais regardé ça avec cet œil-là. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça, c'est évident. C'est vrai que c'est se lancer dans l'inconnu, c'est aller chercher une nouvelle vie. Ok, top, super intéressant. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est te remercier de t'être prêté au jeu de ce podcast. Merci à vous. C'était très sympa, en tout cas, de t'écouter, parce que je vois beaucoup de passion, beaucoup de détermination, et ça, c'est extrêmement agréable. Mais j'espère, du fond du cœur, que nos auditeurs auront pris autant de plaisir à t'écouter que moi, j'ai pris de plaisir à faire ce podcast avec toi. Merci à toi. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt. Note de service à tous nos auditeurs. Comme vous le savez, on a pour volonté, pour ambition de remettre un polo Respect à chacun de nos invités. Ce polo ne s'achète pas, c'est un polo qui se mérite, et c'est le polo qui symbolise l'équipe de laquelle ils font partie, qui est l'équipe des gens qui ont décidé de se bouger. À l'heure actuelle, il n'est pas encore prêt. Mais voilà, ils le recevront très bientôt, et si vous voulez les découvrir avec leur beau polo Respect, eh bien simplement abonnez-vous aux réseaux sociaux, nous partagerons les photos sur tous les réseaux. Merci, à bientôt.
l'épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.